Mongo Betty. Trop de soleil tue l'amour. Roman. Édition Julliard, 1999. Chapitre 8. On ne peut pas vraiment dire qu'il n'y eut pas de problème. On ne peut pas vraiment dire non plus qu'il y en eut un. C'était selon chacun. Se présentant le lendemain après-midi au journal, Eddie confia à Zam. La carcasse calcinée de la Mercedes a disparu. Comment ça fit Zam consterné. Eh bien, c'est comme je te dis, mon pote. Nous, on a récupéré la Honda, sans mal. Sans mal, c'est façon de parler, parce qu'il a bien fallu donner un petit quelque chose aux villageois. Cela n'était pas bien gourmand, par bonheur. Mais l'épave calcinée de la Mercedes avait disparu, c'est comme je te dis. Zam fit. Merde, merde, merde. Tu veux mon avis, ça n'augure rien de bon, tout ça. Eddie remarqua qu'il articulait très péniblement. Il lui dit. Il est à peine 15 heures et tu as déjà bougrement picolé, mec. Tu vas pas faire de vieux os comme ça ici. Zam, sans paraître faire une boutade, répliqua. Et qu'est-ce qui te prouve que j'ai envie de survivre ici ou ailleurs? C'est pas mes oignons, d'accord, fit Eddie, et je promets de ne plus jamais t'en reparler. Ok? Sans plus rien dire, Eddie jetait sur cet homme tout à coup vieilli un regard chargé à la fois de surprise, de compassion et aussi un peu de mépris. C'est vrai que Zam se remettait mal des émotions des événements récents, si nouvelles pour lui, véritablement inouïes, mais surtout épuisantes, sans d'ailleurs se douter aucunement du mal qu'il minait. Il ne prenait aucune précaution avec ses proches. Plusieurs fois il dit à Bébête, sans motif, bon sang de merde, mais qu'est-ce que tu fous, connasse, triple salope? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour me coller une poufiasse pareille? À la cinquième ou sixième apostrophe de ce style, Bébête, qui n'avait rien d'un ange de patience, répliqua en sanglotant. Sale ivrogne, vieux con, j'ai encore fait quoi? Pourquoi tu m'insultes toujours? Toujours, toujours la même chose. D'abord tu bois et puis tu m'insultes. Je suis fatigué. Sale petite pute, triple conne, va te faire foutre, cracha Zam. Qu'est-ce que tu espères? Que je vais te traiter comme une reine? Manquerait plus que ça. Une petite pute à 4 sous la passe, merde. Une salope qui s'allonge vite fait pour un oui, pour un non. Tu vas voir un de ces quatre. Je vais te forcer à me faire une pipe. Quoique je n'aime pas ça. Peut-être bien que tu aimes, toi. Combien tu prendrais pour une pipe? Tu sais pourquoi une vraie femme fait l'amour? Par amour, justement, ma connasse. L'amour, tu connais? T'as entendu parler? Bébête conçut de cette brève mais cinglante altercation, la énième en quelques jours, une humiliation indicible, et crut pouvoir se réfugier chez sa sœur au quartier. Elle tomba sur sa mère, venue rendre visite à ses deux grandes filles. Mamie, comme ses 11 enfants survivants, l'appelait, se rembrunit à sa vue et lui dit « Élisabeth, tu as bien mauvaise mine, que t'arrive-t-il » Bébête, déjà bouleversée, pensa s'évanouir de surprise. Elle éclata en sanglots, se défoulant par les larmes de tout ce qu'une pudeur insoupçonnée ne pouvait avouer à sa mère qui, pourtant, eût compris et vite pardonné, forte de son expérience. D'ailleurs, la jeune femme allait aussitôt être confrontée à une situation à laquelle aucun ciné-roman, genre dont elle raffolait, ne l'avait préparée. Mamie n'était pas là par hasard. Sa présence avait pour fonction d'attirer Élisabeth dont les amis étaient sans nouvelles depuis trop longtemps. Où qu'elle fût et quoi qu'elle fît, se disait-on avec raison, elle accourait sitôt connue par la rumeur une visite de sa mère dans la ville. Elle était ainsi, Élisabeth. Georges entra bientôt, on eût dit qu'il l'avait guettée, c'était sans doute le cas. Glacée par ces coïncidences, autant d'épisodes successifs et implacables d'un complot où elle se noyait, Élisabeth accueillit sans chaleur les baisers du français, auquel elle dit tout à trac, comme si elle s'empressait de régler un compte. Je regrette, Georges, je n'ai pas de nouvelles de Nicolas. Maman en a peut-être. Tu lui as déjà demandé, je suppose. Ne t'en fais pas, répondit le français, moi j'en ai. J'ai été là-bas et j'en reviens tout juste, il se porte très bien malgré ses crises de palu. J'ai pris toutes les mesures qu'il fallait. Dans le fait, Georges avait l'air aussi embarrassé qu'un crocodile qui aurait trouvé un banjo, à l'image des nombreuses personnes présentes, ainsi qu'en témoignait un silence insolite. Avec ses cheveux poivre et sel et un bedon qui bombait sous la chemisette multicolore, le français n'avait rien du jeune premier de cinéma. À la fin, il dit comme dans un souffle. Il faudrait que je te parle en particulier, Élisabeth. Georges confia à Élisabeth, quand ils furent seul à seul, avec l'air d'un homme qui se jette à l'eau, que, cette fois, ça y est, sa décision était définitive et irrévocable. Il les emmenait, elle et l'enfant. Il avait pris ses dispositions, tout était prêt, il ne manquait plus que le consentement de la jeune femme. Sans hésiter, Élisabeth répondit que pour rien au monde elle n'abandonnerait son pays. Qu'est-ce que ça signifie? Dit le Toubab manifestement consterné, peut-être sceptique. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce possible? Tu ne rêvais que de ça, ma petite fille, je le sais. Tu m'avais même implicitement donné ton accord. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Tu as d'autres raisons, Élisabeth, dis-moi la vérité, qu'est-ce qu'il y a? Élisabeth se contentait de secouer négativement la tête. Tu m'en veux d'être parti sans te prévenir, c'est ça? Reprit Georges. Sans te donner suffisamment d'argent, si ça se trouve. Et surtout, peut-être, de t'avoir laissé plusieurs semaines sans nouvelles. Tu veux dire plusieurs mois. Ce n'était pas la première fois que je partais, Élisabeth.
Justement. As-tu vraiment pu croire que je t'avais abandonné comme font souvent mes semblables ici? Pardonne-moi. Je fais un curieux métier, tu sais. Pardonne-moi, je t'en prie. Alors, vraiment, tu ne veux pas venir. C'est ton dernier mot. Et Nicolas, que va-t-il devenir? Tu as pensé à lui, ma petite fille? Pas question de quitter mon pays, finit par dire la jeune femme après bien des soupirs, bien des reniflements, bien des contorsions des mains, bien des grimaces. Est-ce que tu sais même si on me laissera sortir de l'avion une fois dans ton pays? Et les lois passent quoi? Qui en fait quoi? Une crème de goyave? Emmène l'enfant si tu veux. De toute façon, je n'ai pas les moyens de l'élever. J'ai fait des efforts, mais je ne peux pas. Quels efforts? Demanda Georges. Ça fait quoi des efforts? Fit évasivement Élisabeth. Élisabeth refusa d'accompagner le Français qui aurait pu être son père au restaurant et même dans la rue. L'autre, qui connaissait l'Afrique et le drame de ses femmes, n'insista pas. Ils allaient se séparer sans se dire adieu ni au revoir quand tout à coup Élisabeth demanda: Georges, est-ce que tu es un espion? Espion, moi? Se récria le Français. Quelle idée! Espion! J'ai beaucoup appris pendant ta longue absence, reprit Élisabeth sans tenir compte des protestations de son compagnon. Tu as eu tort de partir cette fois. Un de mes compatriotes m'a jeté à la figure l'autre jour. Tu baises pour avoir des sous, pas vrai? Tu n'es qu'une pute. Je suis une pute, n'est-ce pas? Je ne suis qu'une pute. Tu ne m'avais pas appris cela, Georges. Tu aurais pu, tu étais bien placé. Je baise pour avoir des sous. Je ne suis qu'une pute. Et toi, tu es un espion. Dis-moi la vérité. J'aime la vérité maintenant que je sais que je ne suis qu'une pute. Décontenancé comme jamais auparavant, il se tut quelques minutes, le regard perdu dans les ténèbres, puis il dit: Lâche-moi les baskets, tu veux? Pourquoi espion? Parce que je t'ai dit que je fais un curieux métier? Parce que je t'emmenais la nuit dans les quartiers africains où j'abordais toutes sortes de gens? Parce que je prenais sans cesse des notes? Pourquoi espion plutôt que journaliste, par exemple? Élisabeth regardait intensément ce masque de cire malgré la nuit. Elle dit: Un vrai journaliste recherche la compagnie des journalistes. Pourquoi tu n'allais jamais chez les journalistes? Je les connais, moi, les journalistes. Je travaille dans un journal. Il n'y a pas de journalistes dans les quartiers. On dit que tous les Français sont des barbouzes. Tu es une barbouze? Pourquoi tu m'as caché? Alors disons que je suis un journaliste d'une espèce particulière, Élisabeth. Une barbouze, fit la jeune femme, comme pour achever la réplique de son compagnon. Ok, autant que je te dise tout. Je travaille pour tes frères, Élisabeth, pour toi aussi, pour Nicolas. J'enquêtais sur le trafic des faux médicaments. C'est un désastre pour ce pays. 80% de vos médicaments sont, comment dire, même pas trafiqués, ce sont de faux médicaments. Des médicaments qui n'en sont pas. Cela m'a pris des années. Mais maintenant je sais tout. Tout quoi? Absolument tout. À qui profite ce trafic, qui le finance, par quelle voie il se fait, ce qu'il rapporte. Tout, absolument tout. Il ne me reste plus qu'à rédiger mon rapport. Je peux le faire ici, au moins commencer. Tu sais où me trouver, comme d'habitude, à l'hôtel impérial. Tu seras toujours ma petite gamine, la plus jolie, quoi qu'il arrive. Depuis 3 ans, Georges, tu n'as fait que ça. Disparaître sans prévenir, reparaître après des semaines ou des mois. Et c'était toujours à cause du trafic des médicaments. Elle se tut un moment, puis, comme le Français se taisait aussi obstinément, elle lui dit: Te rappelles-tu parfois que... J'étais alors une écolière. On m'avait confié de l'argent pour aller m'inscrire au brevet d'études. Cet argent m'a été volé, je n'ai jamais compris comment. Je suis venu à toi en confiance. J'ai pensé que tu avais peut-être une petite fille de mon âge, là-bas dans ton pays, et que je pouvais te faire confiance. Je t'ai raconté ma mésaventure, je t'ai tout raconté. Et maintenant, Elisabeth, ta petite gamine, baise pour avoir des sous. C'est une pute et rien d'autre. Je suis une pute. Est-ce que tu imagines? Je suis désolé, Elisabeth. Celui qui a proféré cette ignominie est un goujat, un barbare, un pauvre type. Je l'étranglerais si je le tenais. Oui, mais tu disparaissais pourquoi? C'est ça que je veux savoir. Toujours pour traquer les trafiquants de médicaments? S'il n'y avait que le trafic des médicaments en Afrique. Alors ton métier, c'est ça. Traquer les trafiquants comme Pasqua qui terrorisait les terroristes. Traquer les trafiquants, une barbouze, ce n'est pas ça? Arrête ton char, je t'en prie, Elisabeth, arrête. Je ne suis pas une barbouze, moi, je n'ai tué personne. Les barbouzes tuent, c'est leur truc. Moi, je ne tue pas. Je n'ai jamais tué personne et je ne tuerai jamais personne. Je ne suis pas une barbouze. Oublie-moi, Georges, conclut Elisabeth sur un ton qui ne supportait pas de réplique. Le lendemain, le directeur de l'Andéconini dit à Georges, qui ne s'en étonna guère connaissant les mœurs du pays: Dites donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez une amourette avec une africaine? On peut appeler cela ainsi, monsieur le directeur, dit le Français. Ça vous choque peut-être? Pas du tout, au contraire, dit le directeur. C'est intéressant, ça, très intéressant. Il faudra qu'on en reparle, vous voulez bien? Pourquoi pas, répondit Georges en riant, mais sans indiscrétion. Comment l'avez-vous su, monsieur le directeur?
Cher ami, fit le directeur, il faudra vous faire à l'idée que, ici, tout se sait, et tout de suite encore. Georges avait accepté la séparation avec légèreté, ne doutant pas de s'absorber aussitôt dans sa tâche, de telle sorte qu'il n'y ait plus de place dans son esprit pour une femme, fût-elle la mère de Nicolas. Sans être un cynique du genre une de perdue, 10 de retrouvée, cet arpenteur infatigable des chemins écartés et des raccourcis du territoire des amours bourgeoises avait appris avec l'âge qu'on finit toujours par s'habituer à une rupture. Il suffit de patienter. Mais il dormait mal. Il se réveillait à peine couché, se levait, prenait une douche, s'efforçait laborieusement de travailler. Au milieu de la nuit, il absorbait des alcools que le groom lui apportait sur un plateau. Au deuxième verre de rhum ou de whisky, il lui semblait entendre, venu du couloir, une voix au timbre familier qui l'appelait. Georges, Georges. Il se précipitait, ouvrait brusquement la porte, affrontait un boyau interminable, plus vitreux que le regard d'un noyé. Il fallut quelques semaines à son orgueil pour admettre qu'il était obsédé par le souvenir du corps d'Élisabeth. Après la voix au timbre familier venue du couloir, il eut l'illusion des seins rebondis, que ses doigts caressaient jusqu'à ce que vienne la réalité sous la forme du drap rugueux. Puis ce fut la frustration douloureuse de la bouche lipue, qui se dérobait au baiser, entraînant Georges hors du lit jusqu'à la chute sur le carrelage froid. Puis ce fut la courbure de la hanche nue où glissait sa paume inlassablement. La séparation tout à coup le stupéfiait. Il était comme pris de panique, et le sol se dérobait sous lui dès que la conscience lui en revenait. Il échafauda pour retrouver Élisabeth des ruses de Sioux, qui avait l'avantage de sauvegarder sa dignité. Ne montrez surtout pas à une femme, même tendrement aimée, que vous avez couru après elle, se disait-il plein d'expérience. Elle ferait de la surenchère, elle vous ferait attendre, sécher sur pied, peut-être juste pour rire. Les choses doivent arriver comme par hasard. C'était malheureusement plus facile à dire qu'à faire. Il écrivit des lettres qu'il déchira les unes après les autres. D'un caractère peu audacieux, il eut recours à un intermédiaire qu'il chargea de suivre Élisabeth pour savoir la vérité, prétendit-il. En réalité pour découvrir le défaut de la cuirasse. Il n'allait pas tarder à s'en mordre les doigts, parce que rien ne se passe jamais chez nous comme ailleurs. Et dans cet éternel débat entre optimistes à tout craint et pessimistes sans merci, c'est quand même Eddy qui avait raison contre Zam, pas toujours, mais le plus souvent, disons. N'empêche qu'Eddy était sans conteste un des plus beaux spécimens d'homme aigri et amer, sans doute parce qu'il avait été rapatrié par Charter. Faut reconnaître à sa décharge que c'est là une épreuve à laquelle on survit généralement très mal. Tiens, il y aurait peut-être un roman ou une pièce de théâtre à écrire un jour sur ce thème, qui s'intitulerait « Y a-t-il une vie après le Charter ?» Pas bête du tout comme idée, pas bête du tout. Les gens ne se figurent pas combien c'est terrible d'être amené chez soi par un vol Charter. Il faudrait expliquer. Le public réaliserait peut-être ce qu'il y a d'inhumain dans cette procédure. Pas bête du tout. Pour revenir à nos moutons, ici, toutes les formes de la trahison, félonie, bassesse, délation, déloyauté, fourberie, double jeu, adultère et j'en oublie, se côtoient et se rencontrent à chaque pas et bien plus souvent que les lépreux qui peuplent nos trottoirs. Est-ce un effet de la nature intime de notre société, vrai patchwork d'ethnie et de culture, tour de Babel linguistique de surcroît? C'est ce que d'aucuns soutiennent mordicus, sauf qu'ils utilisent, eux, une image qui a tout l'air d'une comparaison épique au risque de dramatiser. Ils disent que nous sommes pareils à l'écorce terrestre, couturée de lignes de fracture qui dessinent autant de plaques autonomes. Celles-ci se frôlent, mais ne se soudent jamais les unes aux autres. Il arrive au contraire qu'elles se froissent mutuellement et même se fracassent l'une contre l'autre. Ces explosions muettes et invisibles libèrent un grouillement de renégats, sycophantes, faux frères, faux culs, faux derches, tous acolytes minables de notre enfer de mesquinerie. C'est au point que, à en croire d'aucuns, sans doute les mêmes, qui se réfèrent aux guerres de libération du Vietnam ou de l'Algérie, tout combat collectif d'envergure nous est interdit. Illustration plausible de ce triste diagnostic, notre guerre de libération à nous fut un fiasco tragique, émaillé justement de trahisons retentissantes. Depuis, nous n'avons cessé de nous casser les dents à chacune des innombrables tentatives pour nous dégager de l'impasse des nouvelles suggestions. Notre vraie colère, s'il en advient une, n'est pas dirigée contre l'oppresseur étranger, la multinationale qui ronge notre peuple, le dictateur, homme sans classe ni envergure, qui brade notre patrimoine naturel, la caste vénale et corrompue de nos dirigeants, qui ont fait un loisir banal du détournement de fonds publics et de l'évasion des capitaux, mais toujours contre l'ethnie rivale, comme au Moyen-Âge des autres continents. C'est sur nous qu'on se penche pour se faire une image des époques barbares de l'histoire de l'humanité. Avons-nous un avenir collectif? Peut-on aimer ce pays, théâtre probable des génocides de demain, prochain Rwanda sans doute? Si l'on nous donnait les moyens d'aller ailleurs, qui resterait? À voir avec quelle patience résignée elle assiège quotidiennement les ambassades et les consulats étrangers, notre jeunesse ne semble avoir qu'une devise, partir. Ainsi qu'il arrive donc presque toujours dans notre maudit pays, l'intermédiaire, un jeune homme coutumier de ses besognes au profit de la colonie européenne où la demande est très forte,
approcha aussitôt Élisabeth et lui dit dans un français bien maîtrisé, qui dénotait un bachelier, peut-être même un diplômé de l'enseignement supérieur au chômage, ou alors un immigré sans papier rapatrié de force par charter, encore. Bonjour. J'ignore pourquoi ce vieux toubab-là veut que je te suive. Tu le sais, toi? Cause toujours, fit Élisabeth qui n'était pas tombée de la dernière pluie. Voilà, fit le jeune homme. Si tu es d'accord, je lui raconte ce qu'il désire entendre. Ok? Et on se partage 50-50. On se partage quoi? Ah, toi aussi. Comme si tu ne connaissais pas la chose. Quelle chose? L'argent. L'argent des toubabs. Ils en ont plein les poches, ces salauds, et pas question de partager avec nous autres. Par exemple, comme il en pince manifestement pour toi. Je lui dis, pour exciter sa jalousie, elle se fait baiser par un autre type. Et alors, demanda Élisabeth, plutôt amusée. C'est ça, justement, que je voudrais imaginer. Mais il faudrait que tu me dises tout. Tu as déjà baisé avec le vieux toubab, là. Devine. C'est comment? Devine encore, fit Élisabeth en s'esclaffant. Tu es vicieux, toi, tu es sale. On ne dirait pas à te voir. Tu ne m'aides pas beaucoup, fit le jeune garçon, plutôt flatté. Comment ce vieux con prenait son pied, c'est ça qui m'aiderait. Parce qu'alors on saurait comment le tenir. Parce que tu sais, il y en a, quand une petite fille africaine leur a taillé une pipe, ils ne peuvent plus s'en passer, ça devient comme une drogue. Là on les tient, ils vont abouler tout le fric que tu veux, vite fait. Une pipe? Qu'est-ce que c'est? Demanda Élisabeth dont le visage s'était figé. Tu ignores ce que c'est, fit le jeune homme, apparemment déçu. Alors tu ne lui as pas fait une pipe, ni à lui, ni à personne d'autre, sinon tu saurais. C'est embêtant parce que ce toubab, je ne sais pas par quel bout le prendre. Aide-moi un peu. Il faut lui extorquer le plus d'oseille possible, donc il faut que ça dure longtemps. Je lui dis quoi pour commencer? Ouais, tu es même comme un papa, fit Élisabeth en français africain car elle commençait à s'irriter. Pourquoi tu crois que ça m'intéresse? Mouf! Débrouille-toi avec ton sale toubab, toi-même, sale type. Très dépité, le jeune proxénète ne parut pourtant pas baisser les bras. À bientôt, et sans rancune, déclara-t-il en se perdant dans la foule. Georges ne fut pas vraiment étonné d'apprendre de la bouche de l'intermédiaire, qui n'en savait rien d'ailleurs, qu'Élisabeth avait une liaison. En vérité, elle lui en avait fait quasiment l'aveu, à propos de cet Africain qu'il avait traité de pute, sous prétexte qu'elle baisait pour avoir des sous, comme si toutes les femmes ici et ailleurs au demeurant n'en faisaient pas autant. D'une manière ou d'une autre, est-ce que nous ne baisons pas tous pour avoir des sous, en quelque sorte? Tous des putes, voilà ce que nous sommes. Quel con, mais alors quel galapia. En voilà un qui peut-être m'a détruit ma petite gamine, qui peut-être l'a rendue à jamais impropre à la tendresse. Grégoire, le jeune proxénète, s'amusait à lui tirer les vers du nez au lieu de l'informer. Tu dis que c'est un journaliste, tu es sûr? Demanda un jour Grégoire. C'est ce qu'elle m'a dit, ou presque, fit Georges. L'ennui, reprenait le proxénète, c'est qu'il y a pas mal de journalistes dans le pays maintenant. Ce n'était pas pareil avant, c'était bien plus simple, le bon temps, quoi. Mais là maintenant c'est très embêtant, il y en a trop, on va avoir beaucoup de mal. Mais comment sais-tu qu'elle baise avec un type? Parce que je l'ai vu fricoter avec un type, tiens. Une poule qui est maquée avec un mec, ça se voit tout de suite, non? Et le mec, tu n'as pas pu l'identifier ni découvrir sa profession de ton côté? Pas encore, mais ça va venir. Sans compter que ce n'est peut-être pas le seul. Vous ne connaissez pas les filles de chez nous. Il leur faut simultanément deux ou même trois mecs. L'un, c'est le vieux qui a des sous, comme vous, sans offense. L'autre, c'est l'amant de cœur, comme vous dites, c'est vous autres. Et le troisième? Demanda très intéressé Georges, comme Grégoire avait interrompu sa tirade. Le troisième, c'est le hasard des rencontres, la fantaisie, parce qu'elles ont toutes le feu au cul. Je ne sais pas comment sont les nanas là-bas, mais ici c'est comme ça, mon cher. On va guincher, par exemple. On tombe sur un beau mec qui se frotte à votre bas-ventre. Il n'en faut pas plus, si vous voyez ce que je veux dire. Nos femmes, c'est comme ça. Il leur faut à la fois le fric, l'amour et la fantaisie. T'en sais un bout, toi, sur les femmes, dit amèrement Georges. T'as pourtant l'air tout jeune. Aux âmes bien nées, hé hé, fit Grégoire. Il a même des lettres, le bougre, bougonna Georges, de plus en plus décontenancé. L'imagination de Grégoire volait habituellement assez bas, comme chez tous les miséreux réduits à chercher leur pitance dans l'instant. Après tout, dit-il un jour à son ami, ce que vous voulez, vous, c'est la ramener dans votre plumard, pas vrai? Rien compris, mon coco, fit Georges, profondément vexé pour une fois, tant il est vrai que seule la vérité blesse. Tu n'as strictement rien compris. Et ça ne me surprend pas, tu n'es qu'un minable mac merdique qui veut me soutirer du fric. Des petits proxénètes comme toi, j'en ai vu mille en Afrique et ailleurs. Je veux savoir pourquoi Élisabeth ne veut plus de moi, et accessoirement avec qui elle s'est mise et si elle est heureuse. Tu peux comprendre ça, monsieur Ducon? À la vérité, le dit Ducon était bien incapable de répondre à l'attente de Georges. Il savait qu'Élisabeth séjournait chez sa sœur au quartier, point final. Mais ça, c'est Georges qui l'en avait informé quand il lui avait demandé de prendre la jeune femme en filature. Tout se passait en effet comme si Zam et Bébête avaient définitivement divorcé. Chacun paraissait fermement résolu à vivre de son côté. Élisabeth passait ses journées auprès des amis et des parents à l'africaine, dont le quartier était peuplé. On n'imagine pas le temps que ces filles peuvent consacrer à ces activités que, ailleurs, on qualifierait de pure mondanité, bien qu'il soit question ici de gens vivant à la limite de la misère, et surtout la satisfaction que cela peut leur procurer.
Ainsi Zamakoué, qui n'était pourtant pas le premier venu, se persuadera toujours qu'Élisabeth voit ce temps, ou du moins une partie de ce temps, à des activités de galanterie intéressées. De son côté, il se figura d'abord que la disparition d'Élisabeth était une aubaine, et il crut ressentir que cette circonstance l'avait enfin libéré d'un étrange envoûtement. Il se figura un homme heureux, se montra joyeux avec chacun. Mais très vite un malaise l'étreignit, qui s'amplifia au fil des jours, devenant peu à peu une véritable torture. Il fit une découverte qui l'étonna. Ce qui lui manquait avec l'absence de Bébête, ce n'était nullement la fesse dont il se passait fort bien, au contraire maintenant, sans doute avec l'âge, mais l'humour chez une personne si peu cérébrale apparemment. Il se souvenait qu'elle avait un réel talent pour la parodie. Elle faisait rire sans effort du président, du présentateur vedette de la télévision locale, des camarades du journal, du bailleur, des amis, des voisins. De plus, elle savait tout faire ou presque, de telle sorte que sa seule présence rassurait Zam. Elle savait même rembarrer les solliciteurs indiscrets, dont il y a toujours pléthore ici, y compris les parents abusifs, avec une efficacité dans la brusquerie dont Zam lui-même était parfaitement incapable. Zam ne pouvait se retenir de rire en pensant à une anecdote où Bébête avait déployé toute l'étendue de son savoir-faire quasi militaire en matière de relations sociales. Un matin, elle avait trouvé Zam absorbé dans ce qui devait être la rédaction d'un article ou la correction d'un texte de débutant. En face du journaliste était assis un grand Flandrin en tenue de parachutiste, feuilletant tranquillement l'un des magazines dont son bureau était ordinairement jonché. Zam, en levant les yeux vers sa secrétaire, eut une mimique qui disait très clairement « Impossible de me débarrasser de ce type ». Papa, fit Bébête d'un air affolé. Un homme en tenue dans le local du journal? C'est quoi ça? De la provocation? Vous ne vous rappelez donc plus les menaces du chef d'état-major? On peut nous lancer une grenade, une bombe, nous sommes l'ennemi public du dictateur. L'homme en uniforme regardait avec effarement la jeune femme, puis il se mit à bredouiller. C'est mon oncle, mon oncle. Vous êtes vraiment son oncle, papa? Fit Bébête sceptique. Oui, bien sûr, bredouilla à son tour Zam. Et alors? Tonna Bébête d'une voix d'adjudant. C'est une raison pour nous exposer à une bombe? Est-ce que vous êtes devenu fou? Le grand Flandrin en uniforme de para se leva précipitamment, prit ses clics et ses claques, saluant Zam d'un hâtif. Oncle, on se verra au village. Cette Bébête-là, cette amie avec qui il lui arrivait de rire comme un gamin, qui savait lui venir en aide dans l'embarras, elle lui manqua cruellement. C'est vrai qu'il avait été séduit autrefois par sa féminité, mais maintenant, il lui semblait qu'il avait surtout besoin d'une amie. Il se trompait peut-être. Peut-être s'efforçait-il de se dissimuler le charme qui rayonnait de la personne charnelle de Bébête. Il s'attendait à chaque instant à voir sa silhouette, plutôt haute pour une femme, se profiler dans l'encadrement de la porte de son bureau. Elle entrerait, comme d'habitude, sans bruit, la démarche très relâchée, quasi pleine de lascivité, le visage mystérieusement inexpressif. Elle dirait bonjour, l'air de ne pas y toucher. Elle s'assoirait à sa petite table, sans attendre aucun échange de civilité. De longues heures s'écouleraient, rendues poignantes par le silence. À la fin, il se lèverait, lui dirait « On va manger ?» et ce serait comme si rien n'était jamais arrivé. Cela s'était toujours passé ainsi, et il n'y avait pas de raison qu'il n'en fût pas de même encore une fois.